C'est Louis Alliot, le vice-président du Front National, qui est mon invité, que je remercie d'être là. L'opinion semble toujours majoritairement favorable au mariage homo. C'est une bataille idéologique que vous avez perdue? Oui ou non? On redéveloppe après. Non. Certains amendements ont été co-signés par le Front et l'UMP. C'est l'esquisse d'une alliance plus générale pour les municipales? Non. François Hollande a-t-il gagné ses galons de président avec l'opération du Mali? Je ne crois pas. Soutenez-vous Vincent Pillon dans sa réforme des rythmes scolaires? C'est à discuter. La colère monte chez les ouvriers de l'automobile. Faut-il interdire toute fermeture d'usine? En tout cas, on peut réfléchir à un minimum de protectionnisme dans ce secteur. On vous entend moins sur les sujets d'actualité. C'est un petit passage à vide? Non, on se prépare pour la suite. C'est-à-dire? Et on prépare les élections municipales et les élections européennes de l'année prochaine. Et à ce titre, nous sommes dans les fédérations en train de restructurer, en train de former nos cadres. Mais c'est vrai qu'il y a moins de manifestations publiques. Bon, on vous entend, mais un peu moins que d'habitude. Oui, mais la période, on est en hiver. Je vous signale que tout le mois de... Vous hibernez, c'est ça. Le front hiberne. Tout le mois de janvier, je vous signale, nous sommes dans les fédérations. Tous les cadres du parti sont à la rencontre des adhérents. Parce que les municipales de 2014, elles se préparent aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc la chenille Front National va devenir le papillon au printemps, c'est ça? Exactement. Je vous souhaite quand même une vie plus longue qu'un papillon. Mais alors, le mariage gay, autant l'opinion semble divisée sur la PMA et ça, autant toutes les études montrent que finalement une majorité de Français sont prêts à accepter le mariage homo. Oui, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup du matraquage qui a été fait sur le sujet et que si on soumettait cette question au peuple directement par le référendum, avec une campagne qui explique les tenants, les aboutissants, ce qu'est le code civil, ce qui était le mariage ou les raisons du mariage, je pense que nous aurions une majorité inverse. Et sur les questions de procréation médicalement assistée? Je crois que c'est un sujet très délicat où tout le monde est très divisé, en tout cas à gauche. On voit bien la différence qu'il peut y avoir. Et chez vous? Non, tout le monde est opposé à la PMA, mais quand on voit Mme Jospin, qui est très opposée à la PMA... Diana Gazinski, oui, qui théorise ça depuis longtemps. Ou contre la gestation pour autrui, on se dit que sur ce sujet-là, on devrait appliquer le principe de précaution et garantir le droit de l'enfant plutôt que le droit à l'enfant. Alors, certains amendements dans ce débat ont été co-signés par certains de vos députés, je pense à Gilbert Collat, et des députés UMP. Alors évidemment, nous, on a mauvais esprit, on se dit, tiens, oui, ça commence. Mais vous n'avez pas mauvais esprit quand, par exemple, nos députés votent pour une proposition socialiste, comme le contrat de génération. Là, personne n'en parle et tout le monde trouve ça normal. Mais quand nos députés co-signent des amendements qui valent le coup d'être co-signés avec l'UMP, tout le monde en parle. Non, simplement, je crois que nous sommes des réalistes, des pragmatiques. Nous signons ce qui nous paraît être bon et nous ne co-signons pas le reste. En même temps, est-ce que vous bénéficiez un peu des effets collatéraux de ce qu'a été la guerre Copé-Fillon? Est-ce que localement, certains élus UMP vous ont approché encore discrètement? Mais... Je pense que le tsunami, en quelque sorte, qui se prépare à l'avenir est plus l'affaire des cadres intermédiaires, des militants de base, qui ne se retrouvent plus du tout dans l'UMP d'aujourd'hui, dans les batailles de chefs, ou même dans la politique qui a été menée, et qui petit à petit nouent un dialogue avec nous. Mais c'est un travail de longue haleine, et je crois qu'il portera ses fruits, justement, au municipal de 2014. C'est-à-dire que vous espérez pouvoir faire des effets d'annonce de personnalités qui vous rejoindraient ou avec qui vous feriez liste commune? Oui, enfin, on espère... Vous nous promettez un petit tsunami politique? On espère convaincre des pans importants de l'électorat UMP de rejoindre notre combat, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans l'incertitude. Oui, l'électorat, oui, mais là, vous me parliez des cadres intermédiaires de l'UMP, c'est pas rien. Les élus locaux, oui, mais les élus locaux, vous savez, ils sont attachés aux réalités du terrain. Si le peuple pousse à un changement total d'idées, de comportement par rapport au Front National, eh bien, les gens de l'UMP seront bien obligés de tenir compte de cela. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut laisser M. Copé, Mme Kosciusko-Morizet à leur turpitude et nous de s'occuper des idées et des cadres locaux. Turpitude, c'est juste parce qu'elle a fait un livre contre le Front National, c'est ça la turpitude de Nathalie Kosciusko-Morizet? Non, vous savez, à l'UMP, vous voyez, ils ont nommé un nouvel organigramme. Je crois qu'il y a 20 vice-présidents, 19 hommes pour une femme. On ne peut pas dire que ce soit très paritaire, ainsi qu'une armée de secrétaires généraux adjoints, je crois qu'ils sont une quinzaine. On voit bien qu'il y a là un partage du parti, en quelque sorte, et je ne pense pas que ce soit de bon augure pour un rassemblement de demain. Le seul parti uni aujourd'hui,
reste le Front National sur une ligne idéologique claire, avec des cadres bien déterminés et un chef incontesté. La dernière étude du Cevipof sur les peurs des Français, etc., montrait cette fameuse porosité de l'électorat UMP Front National comme désormais une donne politique incontestable. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait plus du tout de frontières, si tant est qu'elle ait jamais existé. C'est vrai que la porosité est grande. Moi, je vois sur le bassin méditerranéen, sur la ligne méditerranéenne, on voit bien que les élus de l'UMP, quelquefois, ont des mesures qui tendent à venir piller notre propre programme. Mais je pense que les électeurs ne sont pas dupes parce qu'ils ont été aux affaires depuis déjà longtemps et qu'ils n'ont pas réalisé leurs promesses. De ce point de vue-là, les électeurs commencent à s'en rendre compte et dans l'avenir, je pense, feront confiance à nos candidats. Partagez-vous l'opinion bien répandue que François Hollande a gagné ses galons de président avec l'opération Mali? Ça voudrait dire que pour gagner ces galons, il faut une guerre. On avait dit pareil de Nicolas Sarkozy avec l'intervention en Libye. Je trouve que c'est assez réducteur et assez démagogique. On jugera la présidence de M. Hollande à un ensemble de choses, dont la bataille pour l'emploi, la bataille contre les délocalisations, la bataille contre la misère sociale qui s'installe, et pas seulement, il faut bien le dire, sur sa parade à Bamako, en plein milieu d'une guerre, parce qu'encore une fois, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et tant que cette guerre, cette intervention n'est pas terminée, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri de revers. Ce sont nos troupes, nos militaires qui sont engagés. Et j'ai eu l'impression quand même que M. Hollande était un peu emporté par son élan. Il devrait être prudent, je crois. Pour l'instant, la manière dont il gère le conflit, les opérations militaires, vous approuvez plutôt ? Écoutez, moi j'approuve le comportement de l'armée française qui est irréprochable et très professionnel, ça on peut le dire. Il est le chef des armées, il a pris cette décision. On pourrait regretter que le Parlement n'ait pas été associé, mais pour l'instant, je crois qu'il mène son rôle. Donc c'est moins le président socialiste que l'armée française que vous soutenez, ça encore. Oui, d'accord. Vos fondamentaux. Non, mais écoutez, voilà, il mène sa guerre, on va dire, mais il fait aussi beaucoup de communication politique. Peut-être la France est-elle intervenue tardivement dans ce conflit. Vincent Pillon aux prises avec les syndicats enseignants sur les rythmes scolaires. Je crois que quel est le ministre de l'Éducation qui n'a pas été aux prises avec ces syndicats? Ceux qui n'ont pas fait grand-chose. Oui, mais je pense très honnêtement que l'éducation en France, elle est le résultat justement de cette confiscation de toute réforme par les syndicats justement, et que la grande réforme de l'éducation nationale serait la réforme des syndicats eux-mêmes, ce qui permettrait, je pense, une discussion plus libre et une discussion notamment avec les réalités. Comment vous feriez pour les sortir de l'influence qu'ils ont? Ouvrir les syndicats à d'autres horizons, car on peut dire aujourd'hui que les syndicats sont de gauche, systématiquement et exclusivement de gauche. Eh bien, il faudrait peut-être mettre un peu plus de pluralisme dans ces syndicats, un peu plus de liberté, parce qu'on voit bien qu'ils sont en plus minoritaires sur l'ensemble des enseignants. C'est une extrême minorité qui gouverne ces syndicats-là, et de ce point de vue-là, le peuple de France ne s'y retrouve pas. Mais alors du coup, vous soutenez un peu, paradoxalement, Vincent Pillon dans ce bras de fer? On ne soutient pas. Lui, il défend sa réforme sur les rythmes scolaires. C'est un autre sujet. Mais en ce qui concerne, si vous voulez, sa volonté de réforme de ce que M. Allègre, à l'époque, avait appelé le mammouth. Il fallait dégraisser le mammouth. Je crois que le mammouth est toujours là. Ses résultats ne sont pas très positifs, il faut bien le dire. Et les enseignants, c'est vrai, ont l'impression de subir une crise, de ne pas être considérés. C'est un ensemble de choses, mais là encore, je ne pense pas que la réforme de M. Pillon arrange quoi que ce soit. Et sur le fond, c'est-à-dire étaler un peu les rythmes scolaires pour qu'ils soient moins concentrés dans la journée, dans la semaine, vous êtes plutôt pour? Je suis pour, mais ça demande aussi un aménagement dans les petites communes rurales, dans la ruralité, ça demande aussi un aménagement dans les crèches, dans l'organisation des familles elles-mêmes, et je pense que c'est pas en claquant des doigts qu'on fait une telle réforme. Juste un mot, parce que le temps presse. Comment interdire les fermetures d'usines, notamment dans l'automobile? Alors comment interdire? Le gouvernement peut prendre les moyens protectionnistes, coercitives, et puis surtout elle peut aussi menacer les entreprises qui ont perçu des deniers publics de les rembourser au cas où elles délocaliseraient leur activité à l'étranger. Louis Alliot, merci. L'info continue sur LCI.